Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et avec Lionel Zinsou, économiste et essayiste franco-béninois. Nous commencerons d'abord par vous confirmer que notre prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le 14 avril et que vous pouvez déjà vous y inscrire sur notre site Le Nouvel Esprit Public, sans séparation.fr, site sur lequel vous trouvez désormais, faut-il le rappeler, un abrégé de notre conversation sous l'onglet « Lisez-nous » et sous chaque lien avec un de nos enregistrements. Et vous pouvez également y trouver quelques chronique au fil des semaines sur une actualité chaude ou plus tiède. Je vous ai dit déjà que nous sommes écoutés dans 144 pays. Eh bien, j'ai le plaisir de vous informer que l'auditeur que nous avons à Lhasa s'est fait connaître. Alors, je ne discuterai pas le point de savoir si le Tibet doit être considéré comme le 145e pays où nous sommes écoutés. Les Nations Unies en débattent de manière continue, mais je saluerai un auditeur qui, vivant dans une ville située à 3650 mètres d'altitude, est sans aucun doute notre auditeur le plus élevé. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il est consacré à la situation algérienne, avec une majorité de contributeurs algériens, notamment le dramaturge Mohamed Kassini, la romancière Kawther Adimi, qui est contemporaine de la majorité des manifestants, et le journaliste Adlène Mehdi, qui décrit la terrifiante emprise de Bouteflika et des siens sur le pays. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez réécouter l'émission thématique que nous avions consacrée à l'Algérie avec Akram Belkaïd. C'est notre podcast numéro 49. Enfin, le nouveau trimestriel du 1, Zadig, est désormais dans les kiosques. J'y reviendrai dans les brèves, mais je tiens déjà à signaler que non seulement il est d'une grande richesse, mais qu'il comporte notamment une conversation remarquable et très stimulante avec Mona Ozouf. Nous sommes, comme vous le savez, soutenus par nos abonnements. Nous allons maintenant remercier quelques-uns de nos souscripteurs. Et pour ce qui me concerne, je commencerai par remercier ceux de nos auditeurs qui nous ont envoyé une contribution ponctuelle. Monsieur et Madame Paul Rabette, le docteur Marc Alzieux, François Guiblin, Sabine Schaeffer, Dominique Capitan, Bernard Vienne et Monsieur Giocanti de Marseille, dont le prénom a disparu entre le moment où il nous a écrit et le moment où je vous parle. Mais en tout cas, il doit y avoir plusieurs Giocanti à Marseille, mais il se reconnaîtra et il reconnaîtra notre reconnaissance. Michaela Wiegel. Je remercie vivement Éric Schell, Thierry Julienne, Michel Poté, Annie Houpline et Gérard Davout. Lionel Zinsou. Au nom du Nouvel Esprit Public, je remercie Guillaume Jiménez, Alison Desdorides, Péric Péné-Avez, Johan Denain et Gilles Candelier. Nicole Niesotto. Donc, nos remerciements à Catherine Ponce, Didier Martin, Bertrand Legendre, Fabien Sutter et Lise Leyendecker. Jean-Louis Bourlange. Oui, eh bien, moi je remercie en notre nom à tous Pascal Denis, Sophie Danis, Jean-Michel Creil, Yves Cloâtre et Laurent Cronimus. Merci à eux et merci à tous ceux qui vont rejoindre leur cohorte dans les jours qui viennent en souscrivant un abonnement, en se rendant sur notre site sous l'onglet « Soutenez-nous ». Nous allons maintenant nous intéresser à la situation française qui est faite à la fois de gilets jaunes, de syndicats et d'intellectuels. Samedi, le 16 mars, l'acte 18 lors de la manifestation des Gilets jaunes, la capitale a été le théâtre de violences spectaculaires. Destruction et pillage sur l'avenue des Champs-Élysées et heurts violents avec la police ont amené l'exécutif à reconnaître que des dysfonctionnements du dispositif de sécurité avaient eu lieu. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a été hué par des députés d'opposition qui ont réclamé sa démission. Il a ensuite dû répondre à la commission des lois du Sénat, à majorité de droite, aux côtés de son secrétaire d'État, Laurent Nunez, pour s'expliquer sur les défaillances dans les opérations de maintien de l'ordre.
Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé lundi vouloir, je cite, renforcer la fermeté de la doctrine de maintien de l'ordre du gouvernement par de nouvelles mesures qui viendraient compléter celles prévues par la loi anti-casseurs. L'interdiction de manifestation dans certains lieux géographiques tels que l'avenue des Champs-Élysées, la hausse des contraventions pour attroupement et de nouvelles directives sur l'usage du lanceur de balles de défense, le LBD, en sont une illustration. Les militaires de la mission Sentinelle ont été mobilisés pour l'acte 19 de la manifestation des Gilets jaunes, avant lequel nous enregistrons cette émission. Le gouvernement a dénoncé des consignes inappropriées données à la préfecture de police de Paris sur l'usage du LBD ou sur les méthodes d'intervention, consignes qui auraient été données sans en avertir le ministre de l'Intérieur. Le préfet de police, son directeur de cabinet et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ont été limogés lundi. Didier Lallemand a été nommé à la tête de la préfecture de police lors du Conseil des ministres du 20 mars. À côté de la recherche de solutions policières, Emmanuel Macron a invité lundi soir une soixantaine de chercheurs et d'essayistes à venir s'exprimer à l'Élysée, soulignant ainsi le rôle central des intellectuels dans une société en crise. Parallèlement à cela, suite à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CGT et Force ouvrière, plus de 100 000 personnes ont manifesté le 19 mars pour réclamer davantage de pouvoir d'achat et défendre les services publics. Alors même que les réunions locales du Grand Débat National se sont clôturées après plus de 4 mois de manifestations de Gilets jaunes, les syndicats semblent se remobiliser pour faire entendre les revendications des Français qui demeurent majoritairement centrées sur la fiscalité. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, les Gilets jaunes, c'est un peu, je dois dire, comme le Brexit, c'est-à-dire, à force, on ne sait plus ni que penser, ni que faire, mais on va essayer quand même de décrypter. Mon premier point, c'est quand même le lien entre les Gilets jaunes et la violence. Quand on regarde donc l'évolution de ce mouvement depuis 4 mois, il y a eu 4 moments, me semble-t-il, dans les Gilets jaunes. Il y a le premier moment qui est celui d'un mouvement social, citoyen, certes chaotique, mais plus ou moins sympathique, plus ou moins populaire sur les ronds-points, et qui défend la France des oubliés contre les inégalités fiscales et le pouvoir d'achat. Et dès le départ, en dépit de ce caractère sympathique et populaire du mouvement, la violence est là, puisque le 1er décembre, ça a été le premier jour de dégradation des symboles de l'État, et en particulier donc de l'Arc de Triomphe. Il y a un deuxième moment qui commence au début janvier, qui est le moment politique, où les Gilets jaunes essayent de se structurer, de s'organiser, peut-être en mouvement d'opposition, peut-être en liste électorale européenne. Ça ne marche pas parce que, comme ils refusent toute représentation dès qu'il y a un porte-parole, il est refusé. Les gens qui veulent aller discuter avec le Premier ministre sont menacés. Et donc, on voit que là, la violence, elle est encore présente, mais sous une autre forme. C'est une violence verbale, ce sont des menaces de mort, ce sont des balles envoyées aux députés, ce sont des menaces contre Madame Levavasseur qui voulait faire une liste aux élections européennes. Donc la violence, elle n'est pas seulement physique, elle est également entre eux dans le refus de la représentation et dans le refus de tout compromis avec, entre guillemets, le pouvoir. Et puis on a le troisième moment aujourd'hui qui est une tentation insurrectionnelle, c'est-à-dire la masse des Gilets jaunes est quand même plutôt lassée de ce combat, et on a une réduction, une espèce d'épure violente que l'on a vue samedi dernier, encore une fois sur les Champs-Élysées. Et donc, à chaque fois, on voit bien qu'il y a un lien entre les Gilets jaunes et la violence. Moi, j'arrête maintenant de dire il y a les bons Gilets jaunes et les mauvais casseurs. La meilleure preuve, c'est que les Black Blocs, par exemple, samedi dernier, ne sont pas allés troubler les autres manifestations qu'il y avait à Paris, notamment celle pour le climat, et qu'ils ne vont uniquement là où les Gilets jaunes appellent à manifester. Donc ça, c'est un point quand même sur lequel il faut réfléchir. Deuxièmement, à chaque moment, le gouvernement a répondu différemment à chaque moment de cette histoire, entre guillemets, des Gilets jaunes, mais évidemment toujours un peu tard et toujours pas assez. Sur le premier moment social, il y a eu les grandes annonces d'Emmanuel Macron en décembre, qui ont coûté quand même à peu près 10 milliards de déficit supplémentaire sur le budget français, la suppression de la taxe carbone, la prime exceptionnelle défiscalisée, les 100 € supplémentaires pour le SMIC et le geste envers les retraités. Mais évidemment, ça n'a pas
pas suffi. La revendication était passée à une revendication plus générale et plus politique, notamment sur le référendum d'initiative citoyenne. Au deuxième moment politique, la réponse assez géniale d'Emmanuel Macron a été le grand débat. L'invention, le détournement du débat vers une incitation à l'ensemble de la société, en particulier les oubliés du régime, de participer à un débat qui a extraordinairement marché, qui a été un très grand succès, mais qui est arrivé en décalage parce que là, les études le montrent, là, les participants au grand débat sont exactement sociologiquement le contraire, à l'opposé des participants majoritaires aux Gilets jaunes. Et la troisième réponse au troisième moment, aujourd'hui, c'est la réponse sécuritaire avec un risque très fort pris par le gouvernement de faire appel à l'armée, c'est-à-dire au dispositif Sentinelle, qui au départ est quand même un dispositif antiterroriste, pour assurer la sécurité dans les lieux fixes. Et donc, on voit bien que le gouvernement est lui-même amené à aller au-delà de ce qu'était le programme d'Emmanuel Macron sur l'équilibre entre sécurité et démocratie. Alors, est-ce qu'il y a des portes de sortie ? On connaît les 3 revendications majeures des Gilets jaunes, si tant est que ce soit un mouvement organisé et consensuel. Il y a la fiscalité, et en particulier l'impôt sur les grandes fortunes, l'État vertical et trop métropolitain, avec l'oubli des territoires, et la confiscation de la démocratie au bénéfice d'un groupe de représentants élus qui ne représenteraient plus rien. On connaît les 3 réponses impossibles sur ces 3 points. Sur la fiscalité, le rétablissement de l'ISF, le président a toujours dit non, même si récemment il a laissé entendre qu'on pourrait réfléchir. Sur l'État vertical, la réponse impossible est la démission du président de la République ou la dissolution de l'Assemblée nationale. Et sur la démocratie confisquée, la réponse impossible serait un référendum d'initiative citoyenne complet, y compris pour renverser les élus. Et donc, les réponses, elles ne peuvent être que des réponses médianes, des réponses de compromis, et en particulier donc sur la pression fiscale, taxer au niveau européen et peut-être de l'OCDE les GAFA, donc déplacer le problème sur effectivement les grands fraudeurs historique de la mondialisation, mais ça ne suffira pas. Sur le plan politique, c'est la revalorisation des corps intermédiaires, et on voit bien que, en particulier, les syndicats, les organisations, les ONG, les intellectuels, que je considère comme un corps intermédiaire, font partie de cette stratégie de remettre en devant de la scène quelque chose entre le président de la République et le peuple. Et sur le plan politique, ce serait le vote blanc, la proportionnelle, etc. Mais tout cela est impossible. Toutes ces réformes qui seraient, toutes ces réponses qui seraient des réponses effectivement au grand débat, et sont devenues impossibles à cause de la violence extrême de samedi dernier. De même qu'on ne négocie pas avec des preneurs d'otages, de même on ne négocie pas sous l'effet de la violence. Et le drame de cette histoire, c'est que le gouvernement est pris aujourd'hui entre 2 extrêmes qui sont les deux, alors que le refus de ces 2 extrêmes l'avait porté au pouvoir, qui est soit la tentation sécuritaire, et on ne peut pas exclure que le recours à l'armée, avec des jeunes soldats, il faut voir ce que c'est, Sentinelle, ce sont des très jeunes recrues qui n'ont aucune expérience du combat, ce ne sont pas les vieux roublards qui reviennent de Libye ou du Mali, non, ce sont des jeunes recrues qui sont comme ça dépêchés sur des zones sensibles. Donc le risque sécuritaire avec un risque vraiment d'émeute plus prononcé que ce qu'on a vu samedi dernier, et le risque populiste, parce qu'il peut être amené à céder sur un certain nombre de plans, et on a ce gouvernement absolument coincé entre ces 2 risques, et c'est pour ça que je disais, c'est un peu comme le Brexit. Moi, en tout cas, je ne sais plus ni qu'en penser, ni qu'en proposer. Lionel Zinsou. Oui, alors, moi je ne crois pas, Nicole, que l'utilisation de l'armée soit autre chose qu'un effet de communication. Un petit peu comme en mai 68, on a rappelé les chars du 501e régiment de Rambouillet et qu'on les a installés à Issy-les-Moulineaux. C'est un effet dissuasif, c'est un effet d'intimidation, et on lance des signaux parce que franchement, les militaires ne sont pas du tout équipés pour le maintien de l'ordre, et on ne les voit pas. Par exemple, s'ils doivent se dégager d'un groupe de Black Blocs, on ne les voit pas du tout se mettre à tirer à balles réelles. Ils n'ont que des balles réelles, eux, pour le coup. Ils vont pas se dégager au fusil d'assaut. Donc c'est vraiment une espèce d'ostentation. Je rappelle que nous enregistrons cette émission la veille de l'acte 19, et je rappelle aussi l'adage
façonné par Pierre Dac disant « Il est dangereux de faire des prévisions, surtout si elles concernent l'avenir. » Non, mais là, je ne fais pas de prévision. J'essaye de dire que c'est un déploiement symbolique, un déploiement de force, mais il est symbolique. Et en fait, c'est évidemment inutilisable. Donc, faut faire attention. Ça va quand même reposer plutôt sur la police. Une autre petite au fond, différence d'analyse, c'est je ne sais pas si on est en train d'utiliser les intellectuels parce qu'il faut renforcer les corps intermédiaires, ou si le président ne s'est pas entouré des intellectuels parce qu'ils sont dans la même situation que lui, c'est-à-dire ils n'ont pas vu venir, ils n'ont pas exercer leur faculté visionnaire et d'analyse. Ils n'ont pas porté les critiques là où apparemment les Français portent les critiques. Et ils ne savent pas que penser, grosso modo, et il y a une assez grande contradiction. On ne voit pas de clarté qui apparaissent venant de la théorie sur le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, j'ai plutôt interprété le fait que soient venus et des gens qui sont macroniens et des gens qui sont très hostiles, mais que tout le monde soit venu par le fait que tout le monde est un peu égaré. Et donc, c'était une conversation dans laquelle, au fond, on montrait que le pouvoir n'était pas isolé dans la difficulté à comprendre le mouvement. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un corps intermédiaire, qui soit un corps très vaillant. Je pense que c'est aussi un corps un peu fragile devant cette crise. Sinon, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, notamment le fait que, habilement, certains gilets jaunes travaillent avec les manifestants du climat, avec la jeunesse, et ce thème assez intelligent de la fin du mois et la fin du monde, c'est à peu près le même combat, la même volonté de changement, et changement impulsé par la population directement, de façon directement participative. Parce que il y a quelque chose de commun. C'est quand vous vous révoltez contre la taxe carbone ou n'importe quelle forme d'impôt, ou quand vous vous révoltez contre le fait qu'on tout d'un coup on ruine la valeur de votre automobile qui fonctionne au diesel, ça veut dire que l'État a l'habitude de donner des signaux de prix, des signaux fiscaux, des orientations fiscales, puis d'en changer et de créer de l'instabilité. Donc pendant des années, on vous explique qu'il faut avoir une voiture qui fonctionne au diesel. Ça devient la grande spécialité industrielle, pratiquement, c'est le fer de lance de l'automobile française. Puis, c'est pas de chance, on décide absolument l'inverse. Et donc, du coup, on déclasse complètement un élément patrimonial important, la valeur de votre automobile, parce qu'on a donné des signaux de prix et des signaux fiscaux, qui sont des signaux de prix, et que, manifestement, on ne gouverne plus un peuple en lui donnant des signaux de prix, et puis surtout en créant une instabilité fiscale et en prenant en fait le contre-pied tout d'un coup et brutalement. Eh bien, c'est pareil pour le climat, c'est-à-dire on ne va pas par un système de répression fiscale ou de manipulation des indicateurs de prix, créer des anticipations dans la population et puis la faire bouger sans qu'elle y adhère, sans qu'elle comprenne, simplement parce qu'on a changé tout un système d'incitation. Et ça, c'est assez important que les gens s'emparent du sujet et disent, moi, je veux ne plus manger de viande le lundi, je suis prêt à faire des changements de comportement, je ne veux pas de plastique, etc. Mais je ne vais plus me laisser gouverner par des systèmes d'incitation et de fabrication d'anticipation rationnelle qui étaient quand même la grande façon de provoquer des changements. Et je pense que les deux mouvements, donc oublions un instant la violence, vous avez tout à fait raison, je partage entièrement le fait que ça reste désormais un mouvement marginal et radicalisé, mais il exprime quand même quelque chose qui est commun avec les jeunes lycéens, avec les manifestants du climat, avec les nombreuses preuves que nous avons que la population française veut, sur les sujets d'environnement, agir d'elle-même et qu'elle n'a plus confiance dans la panoplie, au fond, dans les instruments, pas seulement dans les représentants, mais dans les instruments que les représentants utilisent pour la gouverner. Les incitations de prix et la discipline qu'on veut créer et la signalétique par l'impôt, ça ne fonctionne plus. Les gens veulent du sens et veulent eux-mêmes définir ce que doivent être leurs comportements. Ils ne veulent pas se faire gouverner de la façon d'aujourd'hui.
Michaela Wiegel. Oui, j'aimerais m'intéresser aux aspects extérieurs de cette violence et de la réponse répressive qui émane de France, parce que je pense on est quand même à un moment, et c'est pour ça j'ai trouvé la comparaison avec le Brexit très parlant. On est à un moment où en tous les cas sur tout le continent européen on s'interroge sur les suites, et cette exacerbation de la violence tombe juste après cette lettre du président Macron à tous les citoyens européens, où il plaide encore une fois aussi pour une politique de sécurité commune. Et donc, en tous les cas, je peux le dire pour l'Allemagne, on regarde de très près quels sont justement les principes qui dirigent la politique de sécurité française. Et il faut dire, même si je veux bien avoir une interprétation bienveillante en disant c'est probablement plus une opération de communication de faire appel aux jeunes militaires de Sentinelle, il ne reste que, même si c'est que pour protéger des bâtiments publics, cette présence de militaires sans une véritable explication, et notamment sans aucun fondement juridique qui soit vraiment écrite et élaborée, parce que justement, moi je lis pas l'avenir, mais il se peut très bien que des jeunes militaires se trouvent dans des situations ingérables avec cette absence de doctrine. C'est considéré, en Allemagne, on a beaucoup de débats sur la présence de l'armée dans la vie civile. Chez nous, ce n'est pas possible que les militaires à part des situations de catastrophes exceptionnelles, se substituent aux forces de l'ordre. En France, la doctrine est un peu différente, mais il me semble quand même que cet emploi qui est envisagé est même dans l'histoire française tout à fait exceptionnel, parce que il se peut qu'ils se retrouvent confrontés à des missions de gestion d'ordre public pour lesquels ils sont ni entraînés ni équipés, et où il y a pas de doctrine. Ayant dit ça, je pense il y avait une certaine fuite en avant déjà quand le débat sur les lanceurs de balles de défense s'est développé en Europe. Le Conseil de l'Europe, la commissaire aux droits de l'homme avait fortement recommandé une suspension de cette utilisation. Je rappelle par ailleurs que ces balles ne sont pas utilisées par la majorité des polices sur le continent européen. La police allemande ne fait pas utilisation de ces balles à cause du risque de blessures, et notamment parce qu'il faut une très longue phase d'entraînement pour vraiment être sûr que ces balles soient utilisées à bon escient, alors que on voit à cause du grand nombre de blessés que ce n'est pas le cas. Et j'ai l'impression qu'on oublie un tout petit peu que l'Europe regarde de très près de ce qui se passe, et je trouve assez inquiétant. J'ai écouté le ministre de l'Intérieur lors de l'inauguration, enfin quand le nouveau préfet de police de Paris. L'installation, merci beaucoup. On n'inaugure pas un préfet. Non, oui, voilà. Je savais bien que c'était pas le bon mot. Destitue. Et il a dit votre main ne devra pas trembler. Et il a vraiment, en quelque sorte, se fait le porte-voix d'une répression, en disant aussi que désormais tous les manifestants seront considérés comme des émeutiers. Je trouve que c'est une escalade verbale qui ne peut qu'étonner. Alors les Allemands parfois font un peu rire, mais c'est vrai que notre police a dû intégrer des concepts de déescalade. Il y a on essaye, parce que nous, les manifestations sont en général plus paisibles, mais on a quand même un gros problème avec la violence des hooligans de football, et donc on a tiré beaucoup d'enseignements sur la gestion
gestion, comment on gère la violence et notamment ceux qui viennent exprès pour exercer la violence. Et tous ces bonnes pratiques, en quelque sorte, on les connaît, mais malheureusement, la police française semble vouloir les ignorer complètement. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois qu'il faut aborder ce problème sous deux angles différents qui sont évidemment liés, comme l'a fait Nicole. C'est d'abord la violence et ensuite les réformes, le contenu des réponses qu'on doit apporter, non pas simplement aux Gilets jaunes, mais aux attentes d'une population qui, si elle a été sensible assez massivement à la revendication des Gilets jaunes, c'est bien parce qu'elle trouvait qu'un certain nombre de choses ne collaient pas dans le pays. Sur la violence, moi je suis très mal à l'aise depuis longtemps. Depuis en fait le milieu du mois de décembre, depuis je crois que c'était le 10 décembre, avec les violences sur l'Arc de Triomphe, je trouve que le gouvernement n'a pas réagi comme il fallait. Je comprends pourquoi. Parce que effectivement, dans l'opinion, il y avait 70 ou 75% des gens qui se déclaraient favorables aux Gilets jaunes. Mais moi, j'avais instinctivement la même réaction que celle qu'avait exprimée ici Lucile, vous vous rappelez, quand elle avait dit « je ne comprends pas ces manifestations », Lucile qui est quand même une personne qui n'est pas profondément réactionnaire, on va dire. Hein. Bon, eh bien, elle avait dit « je ne comprends pas cette mise en cause systématique de tous les principes d'organisation des manifestations, des principes républicains, déclaration préalable, contrôle par l'organisation avec un service d'ordre et des mouvements, indication des itinéraires pour que la police puisse réagir et protéger, faire en sorte que ça se déroule dans le calme. Tout cela a été ignoré, bafoué, refusé par les Gilets jaunes. Deuxièmement, les buts même des manifestations avaient un caractère insurrectionnel, faire démissionner le président de la République, c'est-à-dire bafouer le suffrage universel qu'il avait porté à l'Élysée et les dispositions de la Constitution qui lui font à la fois droit et devoir d'exercer son mandat pendant 5 ans. Donc on avait vraiment des objectifs qui étaient terrifiants. Et en plus, dans le comportement concret, une complaisance à l'égard des violences, qu'elles soient avec vraiment une absence de solution de continuité, une véritable continuité entre les Gilets jaunes et les Black Blocs. On voyait bien que les Black Blocs agissaient, les Gilets jaunes ricanaient, les seconds disaient « oui, la violence, ça nous permet d'obtenir », et il y avait vraiment un consensus sur l'usage de la violence. Donc, dès le début, et alors là, il faut lire le témoignage, l'échange de lettres qui est paru, je crois, sur le site du Nouvel Observateur, entre certains Gilets jaunes, notamment, je crois, Priscilla Ludowski, et les Black Blocs. C'est une correspondance hallucinante. Il y a une complaisance de la part des Gilets jaunes en disant « Cher Black Bloc, on voudrait savoir exactement ce que vous voulez faire, si vous êtes d'accord avec tout. » Des types qui massacrent tout, qui cassent tout, qui brisent tout. Type « Oui, c'est intéressant, on pourrait discuter. » Et la réponse, alors les Black Blocs sont... Alors là, c'est autre chose sur le plan idéologique que les Gilets jaunes. Ça, c'est du constitué, c'est du solide. La réponse est admirable, d'ailleurs, de cohérence, en disant « Écoutez, les Gilets jaunes, vous êtes des braves garçons, des braves filles, vous êtes très vulnérables, vous êtes très menacés. Heureusement qu'il y a des gens costauds, audacieux, prêts à prendre des risques. Nous sommes pleinement Gilets jaunes, nous sommes dans le mouvement. Les Gilets jaunes, d'ailleurs, c'est un mouvement composite, et nous sommes là, les plus audacieux, les plus courageux. C'est le parti fer de lance de Lénine, de la classe ouvrière, pour défendre les pauvres gars que vous êtes. Alors la réponse est superbe d'orgueil, d'ambition, mais l'ensemble du dispositif de correspondance est absolument accablant et marque une solidarité. Or, moi, je trouve que dès le milieu de décembre, le gouvernement aurait dû dire, comme Lucile Schmitt, exactement ce qu'elle a dit, nous sommes en face d'une situation qui est radicalement différente de celle que nous avons connue. Nous devons donc adapter nos techniques de maintien de l'ordre. Nous ne devons plus fuir le contact. Nous devons protéger les biens et les personnes qui sont systématiquement et gravement menacées dans un certain nombre de villes françaises. Et je préviens les populations que ça présente un risque.
qu'on sait très bien que ce type de confrontation entraîne des risques, mais je ne peux pas laisser détruire les biens, violenter les personnes, comme c'est le cas jusqu'à présent, et je demande donc aux braves gens de rester chez eux, plutôt que de se mêler à des mouvements qui ne sont pas des manifestations, mais qui sont des actes de défi à l'ordre républicain. Ça n'a pas été fait, et maintenant, M. Castaner nous dit le 15 mars, effectivement, nous sommes en face d'une situation différente, ça fait depuis le 10 décembre qu'on le sait, et il faudrait réagir, et alors là, c'est vraiment, ça ne colle pas, parce que l'armée, c'est totalement mythique. L'armée, ça intervient. L'armée est intervenue en Allemagne pour réprimer le spartakisme à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a prescription. Ça date un peu. En France, Il y a prescription. oui, il y a prescription. Mais en France, elle est intervenue à Alger pour la bataille d'Alger. C'est quand même un souvenir dont nous ne sommes pas très fiers, ni les uns ni les autres. Or, c'est quand même ça dans la mémoire collective. C'est on met le brave général Massu avec ses hommes, etc. Et on va voir ce qu'on va voir, parce que bon, ça n'a aucun sens en termes de maintien de l'ordre. C'est une gesticulation, et on dit il ne faut pas. Quelle est la phrase de Castaner? Il ne faut pas faire preuve de. Faut pas que la main tremble. Il ne faut pas que la main tremble. La sienne a un peu trop tremblé. Ça me fait penser, le général de Gaulle avait dit ça à Christian Fouché, mais au téléphone, juste avant la rue de Lisly. Fouché, ne vous attendrissez pas. Quand on disait ça à Christian Fouché, on savait ce que ça entraînait. C'était un homme mais il l'a pas dit publiquement, il l'a pas dit comme ça. Là, c'est absolument ridicule. On doit revoir toutes les filières. Bien sûr qu'on devait les revoir depuis 2 mois, donc je trouve qu'il y a là quelque chose de... Alors, je ne vais pas m'indigner du fait que le gouvernement prend conscience de ce dont il aurait dû prendre conscience depuis 2 mois, mais moi je suis mal à l'aise. Sur les réformes, je dirais juste un mot, c'est que je continue de penser depuis le début qu'un débat fondé sur le principe « cause toujours, tu m'intéresses », ça n'a pas de sens. Je crois, sur l'économie, entre l'économie de la demande et l'économie de l'offre, je crois qu'on peut hésiter, mais sur la politique, il faut une politique de l'offre. Je pense que la seule façon de répondre aux attentes des Français sur le débat, c'est de formuler sur les grands sujets, c'est-à-dire, on les connaît, c'est le partage social de la facture de la transition énergétique, c'est l'analyse et les solutions des inégalités territoriales face aux inégalités tout court, c'est le développement du pouvoir de la croissance et du pouvoir d'achat à partager, c'est le problème égalité de revenus, égalité des chances. Sur tous ces grands sujets, le gouvernement ne doit pas simplement prendre des petites mesures comme ça, mais devrait produire des projets plus ou moins alternatifs qui là seraient discutés, car moi en mai 68, je n'étais pas Maos Pontex. Eh bien, je ne le suis toujours pas, et je trouve que la spontanéité ne débouche sur rien. Il faut des propositions qui soient discutées, c'est comme Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, il explique que l'empirisme ne mène à rien. Il faut d'abord un concept, d'abord une proposition, et ensuite on l'éprouve avec le réel, et le réel en démocratie, c'est l'opinion des gens. Lionel Zinsou. Oui, moi j'aime bien le terme de gesticulation pour ce qui est de la présentation de l'armée sur le champ de bataille. Moi j'appelais ça communication parce que j'étais un petit peu plus bienveillant avec le pouvoir. Et on est devant quelque chose moi je suis dans la majorité, donc je peux être malveillant. Non, mais on est devant quelque chose de théâtral. Parce qu'il ne faut pas s'émouvoir de cette violence et de la répression par l'armée, comme si c'était le spartakisme et la bataille d'Alger. On est de 7h à 19h le samedi, avec une concentration extraordinaire sur le fait de faire brûler la terrasse d'un restaurant à la mode, le Fouquet's, ainsi que le PSG, et à l'occasion, si on peut, une boutique de Louis Vuitton. C'est ça, cette forme de guerre civile, par des gens qui ne sont absolument pas capables de s'approcher de l'Élysée. La pire, au fond, agression contre les institutions, c'est d'avoir cassé la porte de monsieur Benjamin Griveaux, donc c'est très bien, on a forcé la porte d'un bâtiment secondaire d'un membre du gouvernement qui n'est pas le plus important, donc pour l'instant nos institutions tiennent, l'Assemblée nationale n'est pas en feu, le président n'a pas dû descendre dans le bunker de l'Élysée, donc tout ça est théâtral, tout ça est dramaturgique, et en plus la représentation, elle est à heure fixe.
Hein, et ensuite, on va voir à la télévision ce qui est au fond presque en streaming. On va voir ce qu'on a fait, est-ce qu'on me voit en train de piquer un maillot du PSG. Ça n'est pas du tout la guerre civile, ça n'est pas du tout la violence. Et heureusement que le gouvernement n'a pas traité ça. Vous n'êtes pas parlementaire, Lionel. Hein. Oui, on voit que vous n'êtes pas parlementaire. Je ne suis pas parlementaire. Que votre domicile n'est pas entouré de constructions, que votre permanence, comme celle de Pichereau, n'est pas entièrement détruite, mais complètement saccagée. Non, nous sommes en présence d'agressions réelles, et pas d'agressions symboliques. Au fond, voilà. L'avenir dira si nous sommes devant une espèce de guerre civile qu'il faut étouffer, ou si le gouvernement avait raison de traiter cela comme quelque chose de très marginal, très minoritaire, qui dit des choses très importantes sur la situation et la colère et les territoires, etc., dans la société française. Mais, au fond, à ne pas prendre pour quelque chose où tout d'un coup, l'armée va tirer à balles réelles sur des gens qui sont vraiment en situation insurrectionnelle. Ce n'est pas de l'insurrection, c'est une dramaturgie minoritaire d'un défoulement d'un certain nombre de gens qui ont des sujets réels et d'autres fantasmés. Ça n'est pas la guerre civile, et l'armée ne servira à rien, et il est heureux qu'on ait pris des mesures de maintien de l'ordre extrêmement graduelles et sages par rapport à une situation qu'on aurait pu en effet rendre dangereuse si on l'avait réprimée comme quelque chose d'extrêmement grave et sérieux. Michaël Havy. Oui, moi je suis extrêmement mal à l'aise pour minimiser cette violence. Par exemple, prenons le cas de figure là, les gens qui avaient pris cet engin de chantier pour enfoncer la porte du ministère de Benjamin Griveaux. Si on avait mis donc 2-3 jeunes militaires sentinelles devant, quelle était leur démarche à suivre? On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'ils devaient faire avec leur... Parce qu'ils ont une démarche très claire. S'il y a des terroristes qui arrivent, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Mais là, on n'est pas en face des terroristes. On est en face des gens qui cherchent la violence pour se faire entendre. Et moi, je pense l'erreur cardinale, c'était justement après ce qui s'est passé début décembre à l'Arc de Triomphe, le gouvernement qui avait jusque-là attendu a donné toutes ces concessions. Et donc, on avait l'impression que, même si c'était pas probablement les faits recherchés, que finalement, la violence paye. Et j'ai l'impression que c'est ça qui s'est ancré dans la tête de ce mouvement. Mais c'est vu des autres pays européens comme quelque chose de très, très dangereux qui met en cause la crédibilité de ce gouvernement. Il faut le dire. Oui, mais c'est un effet de la télévision, c'est un effet du spectacle. Oui, mais c'est pas que un spectacle. C'est une réelle interrogation, je pense. Nicole oui, juste un point, Lionel. Je trouve que votre dédramatisation du sujet est vraiment contradictoire. Je crois que ça a été le cas du gouvernement pendant un bout de temps. Il a mis du temps à reconnaître qu'il y avait quelque chose à la fois d'important et de violent. Et entre la guerre civile, dont d'ailleurs personne d'entre nous n'a parlé aujourd'hui, et un jeu théâtral presque complice entre le gouvernement et des Gilets jaunes de 7 à 19 heures, il y a toute une marge qui est tout simplement la vie réelle. Et la vie réelle, c'est que les commerçants souffrent, que les gilets jaunes font de nouveaux chômeurs qui vont devenir des gilets jaunes, et que la violence, elle est celle de groupuscules qui n'ont d'autre objectif que justement d'amener la répression, de faire en sorte qu'un pauvre soldat tire sur quelqu'un par innocence, et du coup entraîne un durcissement autoritaire du régime. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas tomber dans le piège de la répression. C'était très important. Il y a une vraie stratégie, donc il faut arrêter ces 1500 Black Blocs, bloquer les frontières quand ils viennent des Pays-Bas, d'Allemagne, etc., et faire avec eux comme on a fait avec les hooligans. Il n'y a plus de hooligans en France, on a quand même réussi à les stopper. Je vous remercie, mais le reste du monde continuant à s'agiter pendant que... Plutôt qu'à tourner, d'ailleurs. Et même à tourner, je vous propose que nous nous intéressions à la Chine et à son président Xi Jinping, qui est en visite en Europe entre le 21 et le 26 mars. Il se rend en Italie, à Monaco, en France, où il est accueilli ce dimanche par Emmanuel Macron, à Nice. À Rome, le président chinois a signé avec le gouvernement italien un protocole d'accord qui fera de l'Italie le premier pays du G7 à endosser la stratégie chinoise du Belt and Road Initiative. Ce grand programme de prêt chinois, mis en place depuis 2013, est destiné à financer partout dans le monde la construction de ports, de voies de chemin de fer ou de nouvelles routes commerciales, de nouvelles routes de la soie. Dans cette Europe
divisée. Le régime chinois utilise par ailleurs depuis 2012 le format dit 16+1, réunissant la Chine et 16 pays d'Europe centrale et orientale, pour coopérer sur ces nouvelles routes de la soie. Ce groupe se réunira à Dubrovnik, en Croatie, le 16 avril prochain. À Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement européens se saisissent de la question chinoise. Emmanuel Macron avait estimé la semaine dernière que les Européens devaient avoir une approche coordonnée face à la Chine. Le Parlement européen a voté un règlement qui prévoit d'organiser une meilleure surveillance des investissements étrangers dans l'Union européenne, tandis que la Commission européenne a proposé un document contenant 10 plans d'action pour se défendre face à la puissance économique et à l'influence politique croissante de Pékin. La Chine est en effet une figure de proue dans le secteur de l'innovation. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui a publié lundi son rapport annuel, en 2018, l'Asie a généré à elle seule plus de la moitié des demandes internationales de dépôt de brevets. Par ailleurs, lorsque le groupe de téléphonie chinois Huawei est devenu un acteur majeur dans le développement de la 5G, les pays occidentaux s'inquiètent que ces infrastructures puissent servir Pékin en favorisant l'espionnage et le sabotage. La situation des pays européens est d'autant plus compliquée que Donald Trump a fait de l'affaire Huawei un levier de négociation dans la guerre commerciale qu'il livre à la Chine. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, je pense qu'il est important de s'arrêter une minute sur le parcours du président chinois en Europe, parce que ça ne dit rien sur le poids dans le commerce extérieur avec la Chine des pays, mais ça dit beaucoup sur les objectifs chinois et leur analyse des faiblesses européennes. Le président commence par l'Italie, il part après à Monaco, qui va devenir en quelque sorte une fenêtre pour la technologie de la 5G pour toute l'Europe, et il vient après en France. Alors, l'Italie, c'est le premier pays des pays du G7, donc des pays économiquement les plus importants, à avoir adhéré à ce projet des nouvelles routes de la soie, sans concertation aucune avec ses partenaires européens. Alors que au sein même de l'Union européenne, on est arrivé aujourd'hui à regretter qu'au moment de la crise grecque, on a permis à la Chine de prendre le contrôle du port de Pirée, et qu'on dit aujourd'hui une réponse européenne aurait été plus adaptée pour aider. Faut trouver une solution européenne à la crise financière. On voit réapparaître, parce qu'on sait que l'Italie est sous pression à cause du non-respect des critères de Maastricht. On va réapparaître cette même ligne de division, un pays acculé qui décide d'ouvrir large ses portes à la Chine et à l'influence chinoise qui va avec. Alors, Emmanuel Macron, et ça c'est entre sang, qui avait donc plaidé pour une approche coordonnée, alors qu'il n'en est rien, on est très divisé, essaye maintenant de trouver par tous les moyens une astuce pour montrer une sorte de front uni, et a invité donc la chancelière allemande, Angela Merkel, et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, pour en quelque sorte ne pas être seul face au président chinois lors de sa venue à Paris. Auparavant, il le retrouve bien sûr à Nice. Alors, c'est très intéressant de voir ce jeu diplomatique, mais je crains qu'il faut rester réaliste. Prenons juste l'exemple de Huawei et de sa technique de la 5G. Chaque pays européen, et notamment la France et l'Allemagne, a sa propre stratégie. L'Allemagne a été mise sous pression par l'ambassadeur américain Richard Grenell, qui a même menacé de ne plus fournir de data d'intelligence américaine, de renseignements, qui est quand même primordial pour un pays comme l'Allemagne. Ça a été une vraie crise diplomatique, le vice-président du Parti libéral demandant de renvoyer l'ambassadeur américain qui se comporterait comme un haut-commissaire d'un pays occupé.
Et finalement, Angela Merkel a décidé d'aller donc à l'encontre des souhaits américains et a dit il n'y aura pas d'exclusion de Huawei sur le marché de la 5G en Allemagne. Ceci dit, il y a des réels soucis de sécurité parce que ça peut être un formidable vecteur pour un espionnage et notamment un espionnage industriel. Si on sait que la Chine dans cet domaine est déjà très très avancée. Et on a l'impression qu'il n'y a pas le début d'un accord juste entre la France et l'Allemagne sur cette question, parce qu'en France, c'est Bouygues qui est aussi en négociation avec Huawei pour la technologie du 5G. Donc, division européenne et une Chine qui a des objectifs stratégiques très clairs. Lionel Zinsou. Oui, alors, je sais que l'Occident aime se faire peur. Alors, je suis désolé, je vais essayer de dédramatiser. Ça n'est pas une Chine. Oui, je suis désolé. Et en tout cas, prenons un point de vue qui soit pas purement occidental et regardons, parce que au fond, le dispositif une route, une ceinture, il a été rodé, notamment dans les pays en développement, l'Asie centrale, l'Asie du Sud, l'Afrique. Moi, je suis très étonné que l'Occident se fasse peur à ce point. Premièrement, la Chine a constitué en effet 3 000 milliards de réserves de change. Une partie de cela va être utilisée à faire des prêts au monde. Aujourd'hui, elle est en déficit de la balance des paiements. Aujourd'hui, la Chine a cessé d'être en excédent structurel. L'excédent structurel du commerce extérieur record dans l'histoire du monde, c'est l'Allemagne 2018. C'est pas la Chine. La Chine est donc sur la défensive en matière d'impact de ses exportations dans le reste du monde. C'est menacé aussi par la guerre commerciale avec les États-Unis, mais en attendant, la Chine n'est plus en excédent. C'est l'Allemagne. Et c'est l'Union européenne qui accumule un déficit, qui crée des déséquilibres dans le monde entier, parce que c'est l'Union européenne qui pulvérise les records chinois d'excédent. Donc ça, il faut regarder les vrais chiffres. On va rester en arrêt sur image sur, il y a 10 ans, la Chine caracolait en tête. Bon. Deuxième chose, quand vous êtes en Chine, vous êtes frappé par le fait que le Parti communiste se sent menacé. La corruption le menace, il y a des craintes considérables de discrédit du parti, et donc il y a eu une politique anticorruption qui avait de nombreux objectifs, mais très très vigoureuse. Et la légitimité dans le nouveau système de consommation, puisqu'il y a un renversement complet dans lequel c'est la consommation et non plus l'exportation qui va tirer la demande et la croissance, il y a comment tout ça est compatible, c'est cette nouvelle forme où la consommation devient absolument centrale, où l'épargne baisse beaucoup, où l'effort d'investissement baisse beaucoup. Comment c'est compatible avec le maintien d'une économie très réglementée, avec un secteur privé encore relativement étouffé. Bon. Donc, il y a des problèmes internes d'équilibre. Et à 2021, centenaire très proche de la création du Parti communiste, il y a une inquiétude très forte que le Parti communiste soit très menacé. Et à 2049, qui est un horizon un petit peu plus lointain, il faut avoir reconstruit un mythe, une impression d'hégémonie, de puissance, parce que sinon, ça pourrait être aussi, ce centenaire, la fin du système. Et il y a un syndrome qui est, nous n'allons pas, sous prétexte de changement, de modernisation, de perestroïka, connaître en 10 ans quelque chose qui aboutit à l'effondrement de l'Union soviétique. C'est beaucoup plus anxiogène du point de vue intérieur chinois, et il y a des aspects de politique interne. La question de contrôler le port du Pirée, mais le port du Pirée est un port secondaire, ça n'a aucun intérêt à l'échelle de l'économie mondiale. Il est beaucoup plus important pour les Chinois de développer l'ouest de la Chine et de développer l'Asie centrale, parce que ce sont des régions qui menacent l'unité chinoise. C'est quand même une préoccupation permanente, parce que la Chine, ça ne peut pas être que le développement de très grandes métropoles côtières et de très grands estuaires de fleuves. Il faut absolument que le Xinjiang soit développé, et c'est d'abord le départ de la route de la soie qui est important, les premiers milliers de kilomètres. Et les fantasmes et les peurs européennes sont dérisoires. Ça n'a aucun intérêt. Quand
quand vous possédez un port, je vous assure que si vous êtes en bisbille, en contentieux avec le propriétaire, il partira pas avec les quais. Si vous décidez de vous brouiller avec la Chine, parce que c'est très grave qu'elle possède le port du Pirée, qui n'a aucun intérêt, vous les expropriez, et je vous assure qu'ils ne partiront pas avec. Il n'y a pas de menace. Ce péril jaune est une invention européenne que ne craignent ni les pays d'Asie centrale, ni, je dois vous le dire, les pays africains. Nicole Lisoto. Oui, alors, deux points d'accord et un vrai désaccord. Le point d'accord, je ne crois pas non plus à la menace chinoise, mais je crois en revanche à la faiblesse occidentale et à la faiblesse européenne. Et bien donc, je continue de m'inquiéter. Deuxième point d'accord, je suis sûr que le seul objectif, la seule stratégie du pouvoir chinois, c'est de survivre. Ça n'est pas de conquérir le monde, c'est de survivre. Mais pour survivre, c'est-à-dire pour continuer à avoir de la croissance et enrichir les Chinois, il faut une stratégie de conquête. Ils ne peuvent pas se permettre une stratégie de faiblesse, une stratégie de stagnation. Et donc, tout en étant un peu d'accord avec vous, je continue de m'inquiéter, même si je ne partage pas du tout l'hystérie, qui n'est pas une hystérie européenne, qui est une hystérie américaine qu'ils essayent de nous vendre. Je ne partage pas, malgré tout, le sentiment d'une menace chinoise. Mais quand même, un chiffre pour montrer de quoi on parle. La Chine, c'est 20-20-20. 20% de la démographie mondiale, 20% du commerce mondial, 20% du PIB mondial. La France, c'est 1-1-4. Donc, voilà, il faut prendre la mesure des choses. On a là un espèce de mastodonte qu'il faut arrêter d'appeler une puissance émergente. Ce n'est pas une puissance émergente, c'est une puissance émergée, une puissance avérée. Et je reprends le point technologique dont parlait un peu Philippe Meyer. Moi, je suis fasciné quand la Chine explore la face cachée de la Lune. Moi, je pense à 57, quand les Russes envoient le premier Spoutnik dans l'atmosphère. Il y a quelque chose d'absolument fascinant dans la rapidité de la puissance chinoise. En matière d'intelligence artificielle, ils sont leaders sur la biométrie. En matière de drones, ils sont leaders sur le marché mondial. Donc, il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans la puissance chinoise et dont la stratégie est dans l'ordre, commerce, technologie, militaire. La Chine n'est pas une puissance militaire, à la différence de la Russie, qui n'a que la puissance militaire pour s'affirmer dans le monde. La Chine a le commerce, et c'est quand même plus agréable d'avoir à traiter avec une puissance qui utilise le commerce plutôt qu'avec une puissance qui utilise l'armée pour conquérir la planète. Si j'ai le temps, Philippe, un mot sur les stratégies de réponse. Il y a deux alternatives. Enfin, il y a une alternative. Premièrement, une stratégie d'interdiction, c'est-à-dire, c'est ce qu'essayent de faire stupidement les Américains, interdire d'avoir du commerce avec la Chine, interdire d'avoir Huawei, menacer l'Allemagne, etc. C'est stupide, c'est comme si on interdisait à la pluie de tomber. Et deuxième stratégie, qui est effectivement la stratégie à la fois de coopération et de containment, qui est celle que devraient avoir les Européens, qui est celle que Emmanuel Macron essaye désespérément d'afficher, parce que là, c'est vraiment du théâtre, c'est pas sérieux. Là, c'est du vrai théâtre. Mais en même temps, quand on regarde la réalité des choses, c'est que la Commission européenne a interdit la construction d'un leader mondial en matière de transport, donc Alstom Siemens, et en favorisant l'entreprise chinoise. Et donc là, on marche complètement sur la tête au niveau européen. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis quand même un peu plus alarmé que vous deux, et surtout que Lionel. Je dois dire que j'imagine la réunion des chefs d'État ou de gouvernement européens qui se voient à Bruxelles et qui disent « Écoutez, on a un problème avec la Chine, mais nous avons une excellente nouvelle, c'est que en 2049, il va y avoir une crise au sein du PC chinois. Donc, il suffit d'attendre et de récolter le moment venu les fruits. Et cette politique d'attente et d'expectative correspond tellement aux pulsions fondamentales des Européens que tout le monde applaudit à ce réalisme. Donc, je crois... Non, mais vous êtes alarmé par l'Europe, là. Vous n'êtes pas alarmé par la Chine. Oui, c'est l'Europe qui la dérision de l'Europe. Je suis tout à fait alarmé par l'Europe. Vous avez tout à fait raison, Lionel. Comme là, je partage tout à fait l'analyse de Nicole. Mais je pense que c'est que quand même Trump a raison sur un point précis de dire que un pays qui a la puissance que vient de rappeler Nicole, de toute manière, son émergence comme première puissance économique du monde, avec les ressources démographiques, technologiques, etc., qui sont les siennes, c'est en soi un phénomène totalement
comme disait Toscan du Plantier, bouleversifiant. Bon, c'est évidemment, en tout cas, bouleversant. Et je pense là, je me rappelle toujours la phrase du général de Gaulle, « Les peuples forts ont un défaut, ils ne peuvent s'empêcher d'être forts ». Et je pense que là, on est exactement dans cette situation. Alors, je vois bien qu'ils ont des difficultés, Lionel, qu'ils ont des difficultés économiques en termes de croissance, en termes de changement de pied sur les ressorts de la croissance, passant d'une politique très mercantiliste à une politique plutôt de traitement de la demande intérieure, avec tous les aléas qu'implique ce changement de pied. Je regarde quand même que la stratégie qu'ils mènent actuellement sur ce qu'on appelle les routes de la soie, c'est une stratégie qui ne sépare pas la volonté économique, notamment obtenir des matières premières, ce qui est très légitime, d'un souci de manipulation et de contrôle politique. Quand les Européens ont envisagé de faire une politique de screening sur les investissements, quels sont les deux pays qui sont montés au créneau pour dire non, on n'en veut pas? C'est le Portugal et la Grèce, et c'est pas pour rien, parce que l'un et l'autre avaient bénéficié d'acquisitions. Les techniques de contrat reposent sur des clauses secrètes. La stratégie chinoise, c'est la stratégie de l'usurier, celle qui a conduit cette pauvre Emma Bovary au suicide. C'est-à-dire, on vous prête, et à la fin, on rafle, comme ce qui est arrivé au Sri Lanka, on rafle les choses. Donc on est en face de... Ce que l'Occident a fait pendant 50 ans. Et quant aux Européens, je termine là-dessus, les Européens sont... Moi, je crois que Emmanuel Macron a raison de dire qu'il y a un réveil européen, parce que le discours a complètement changé, et pour la première fois, on a un sentiment. Je ne suis pas aussi sévère sur la commission, sur l'affaire Siemens, mais je crois qu'elle est quand même à côté de la plaque. Mais elle avait des raisons d'agir comme elle a agi, même si c'est, à mon avis, une erreur. Mais il y a un réveil verbal, mais je pense que quand même, le problème fondamental, c'est que sur bien des points, l'Europe est marginalisée. C'est pas nous qui allons dire aux Africains de ne pas accepter des accords avec les Chinois. C'est pas notre rôle, c'est pas notre possibilité. Et surtout, l'Europe est divisée. Quand je vois que Madame Le Pen est alliée avec Monsieur Salvini, je constate que là, la stratégie du comprador chinois, c'est celle de l'Italie. La stratégie du cheval de Troie de la Chine, ça passe par l'Italie. Et je suis quand même très inquiet, et je maintiens que le problème européen reste un problème institutionnel et politique. Tant que les Européens n'accepteront pas de se lier institutionnellement par des politiques prises à la majorité qualifiée, qui auront donc une efficacité réelle, on sera dans cette situation qui est celle des cités grecques face à Philippe de Macédoine. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, celle des brèves. Je vais l'introduire en recommandant donc cette revue trimestrielle que le 1 vient de publier, Zadig, une revue sur toutes les Frances qui racontent la France, en recommandant l'entretien avec Mona Ozouf, dont l'entretien très riche et très abondant. Conversation, d'ailleurs, est un mot qui est employé par Zadig et qui, à mon avis, convient mieux. Mais enfin, il est vrai que nous sommes ici des fétichistes de la conversation. Et je remarque au passage cette observation de Mona Ozouf qui dit il faut lire le livre de Victor Klemperer, La langue du Troisième Reich, pour comprendre que l'ensauvagement des mots précède et prépare l'ensauvagement des actes. Cette brutalité, sans doute, peut s'expliquer, elle parle de la brutalité contemporaine, mais consentir à une langue grossière, c'est consentir à la barbarie, sans férocir, disait déjà Madame de Staël. L'appel au meurtre du président a fait son apparition dans la contestation, ajoute-t-elle. Et puis un entretien avec Pierre Rosanvallon, et puis beaucoup de choses sur des villes de France, comme le texte de Maëlys de Kerangal sur Le Havre, ou cette excellente idée qui est d'aller interviewer le rappeur, d'aller demander au rappeur Orelsan un texte sur les rapports entre la ville de Caen et sa chanson. Donc Zadig, en vente dans toutes les bonnes librairies ou dans tous les bons kiosques de journaux, enfin en vente dans les bons endroits, les kiosques de journaux d'ailleurs quand il en reste. Michaela Wiegel. Oui, le 9 novembre, nous fêtons les 30 ans déjà de la chute du mur, et je voulais recommander un premier roman qui s'appelle 3 jours à Berlin, de Christine de Mazières, et qui, à ma connaissance, est un des premiers romans qui réussissent en langue française, mais avec tout un... Elle est elle-même franco-allemande, avec tout un background allemand, à
mettre en fiction, en quelque sorte, la chute et l'ambiance qui régnait à l'époque. Donc, c'est à lire. Lionel Zinsou. Moi, je recommanderais bien, pour déplacer légèrement le regard et regarder le monde d'un point de vue qui ne serait pas eurocentré et eurocentrique, le livre de Kishore Mahbubani. Kishore Mahbubani, c'est un des plus grands géopoliticiens singapouriens. C'était l'ambassadeur du Singapour auprès des Nations Unies, dans de nombreuses conférences et beaucoup plus dans la presse anglo-saxonne. Au fond, on lit peu dans la presse française, dans le Washington Post, dans le Financial Times en permanence. Il pose une question dont il a fait un livre qui est traduit en français chez Fayard par « L'Occident s'est-il perdu ?» alors qu'en réalité, la vraie traduction, ce serait plutôt « L'Occident a-t-il perdu la partie ?» La réponse est globalement oui. L'Occident a perdu la partie. C'est assez provocateur, mais c'est intéressant parce que c'est un point de vue, comme tous les points de vue singapouriens, qui est un mélange malais, chinois et indien. Et regardez de Singapour le monde et le déclin de l'Occident. L'Europe doit avoir peur d'elle-même, beaucoup plus que de la Chine. La Chine est incontestablement devenue la première puissance mondiale. Alors, c'est tout ça avec un regard singapourien. Quelques conseils, un peu agaçants d'ailleurs, mais surtout ce constat, l'Occident a-t-il perdu la partie ? La réponse est plutôt oui. Nicole Lisoto. Oui, mais enfin, je n'ai pas lu le livre, mais je pense qu'il ne faut pas être singapourien pour dire oui. Moi, je suis convaincu que l'Occident a perdu la partie. Alors, moi, je voudrais rester sur la Chine et recommander l'ouvrage de Sophie Boisseau du Rocher et Emmanuel Dubois de Prisque. La Chine est le monde. E-E-T et E-E-S-T, la Chine est le monde, et c'est sur la sino-mondialisation. Oui, et c'est sur la sino-mondialisation qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob. Sophie Boisseau du Rocher est une experte de la Chine à l'IFRI, et c'est un livre très intéressant parce que c'est un livre sur le soft power chinois, comment la Chine essaye de changer non pas la puissance de l'Occident, mais les normes occidentales, les normes industrielles, les normes alimentaires, les normes éditoriales, etc. Les normes politiques. Les normes politiques. Alors, le seul défaut de ce livre, c'est qu'effectivement, c'est un livre angoissant. C'est-à-dire, les auteurs sont effectivement effrayés de la puissance chinoise. Mais à part ça, je trouve que c'est passionnant et c'est quand même la première fois que l'on voit sur le soft power, en tout cas en français, une analyse aussi fine de la stratégie chinoise. Oui, moi je voudrais simplement recommander deux coups d'œil tout à fait argumentés et documentés sur l'Europe du Sud. Le livre de Benoît Pellistrandi, Le labyrinthe catalan, qui est paru chez Desclés de Brouwer, qui fait vraiment le point de façon extrêmement... Benoît est un ami qui vient souvent, est un habitué de nos micros, et il fait une analyse extrêmement précise, très maîtrisée, mais enracinée dans l'histoire, dans la politique, dans l'analyse électorale de la crise catalane, et on en voit, grâce à ce livre, vraiment toute la complexité, toute la difficulté et l'importance emblématique, non seulement pour l'Espagne, mais pour un certain nombre de pays qui sont tous touchés par la crise nationale. Et deuxièmement, le petit manifeste, enfin pas manifeste, le petit document que la Fondapol fait passer sous la plume de notre ami Alberto Toscano, Un an de populisme italien, où on voit, je crois, beaucoup de choses, mais on voit notamment que le populisme italien, concrétisé par l'alliance de la Lega et de Cinque Stelle, est en réalité quelque chose de très mouvant. Mouvant dans ses thèmes, mouvant dans ses rapports de force, la Lega ayant supplanté Cinque Stelle dans les rapports de force, mouvant dans ses thèmes, car il était parti bille en tête pour remettre en cause les équilibres budgétaire européen, et il est obligé de riper assez dramatiquement vers la dénonciation des flux migratoires, et tout cela montre quelque chose d'instable et qui montre aussi une fragilité territoriale italienne qui est assez évidente. Donc, lisez cela, l'Europe du Sud mérite le détour. Je vous remercie. Je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour notre émission en public à l'École alsacienne le 14 avril sur notre site lenouvelespritpublic-sans-séparation.fr. Vous pouvez aussi nous soutenir en vous rendant sur la rubrique Soutenez-nous de ce site. Je vous rappelle que l'émission est préparée avec Charlotte Montier, que Nicolas Tourneau assure la vitalité de notre site, Benoît Carré la transposition de nos conversations, Adrien Beccaria leur enregistrement au studio L'Arrière-Boutique, et que cette émission est produite par Julien Neuville et Nouvelles Écoutes.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Nouvel Esprit Public.